sommaire de ce journal, une rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le DG de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Tedros, a eu lieu à Kinshasa, capitale de la RDC, sur les questions sanitaires, notamment le monkeypox. Plus de détails dans ce journal. Et à l'international, la hausse de prix mondiaux du riz a un impact direct sur les consommateurs, principaux en milieu urbain. Les détails dans ce journal. Il est 19h, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal. Commençons ces journaux avec cette brève. Le président Félix Tshisekedi a rencontré le docteur Tedros, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, hier 29 août dans la soirée à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Une réunion productive sur la réponse de la RDC à l'épidémie de monkeypox. Le docteur Tedros a réitéré l'engagement indéfectible de l'Organisation mondiale de la santé à soutenir les efforts en RDC pour contrôler les pox et d'autres épidémies, y compris l'expansion de programmes de vaccination contre la poliomyélite, la rougeole et le paludisme. Poursuivant ce journal, la première ministre Judith Suminwa a échangé ce jeudi 29 août avec les délégués de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP en sigle au Salon Bleu de l'hôtel du gouvernement. Accompagnée du ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, la première ministre s'est engagée à apporter des solutions aux problèmes sociaux des agents publics et fonctionnaires de l'État après avoir pris connaissance de leurs desiderata. Plus de détails avec Damani Mujinga. Excellence, Madame la Première ministre. C'est au Salon Bleu de l'hôtel du gouvernement que s'est déroulée la rencontre entre la chef du gouvernement Judith Suminwa et le banc syndical de l'administration publique afin de discuter sur les desiderata des agents publics et fonctionnaires de l'État. L'amélioration du pouvoir d'achat et des conditions de travail des agents publics et fonctionnaires de l'État, la retraite, le paiement des subsides, la mécanisation des nouvelles unités, toutes ces problématiques ont été passées au peigne fin au cours de ces échanges. La première ministre s'est engagée à apporter des solutions aux problèmes sociaux des agents de l'État. Maintenant, je suis consciente que je n'ai pas de baguette magique, mais il faut qu'on trouve les différentes alternatives pour au moins vous prouver qu'on est de bonne foi et qu'ensemble, on se mette d'accord pour voir comment, étape par étape, on va vraiment arriver à cette question d'amélioration de votre pouvoir d'achat. Mais il y a aussi l'amélioration de vos conditions de travail. Vous l'avez dit, le processus de retraite tel qu'il est enclenché va nous amener à ramener du sang frais, mais il est aussi important de voir dans ce processus je n'ai pas besoin d'être chef du gouvernement avec une administration absente. On ne peut pas fonctionner rien qu'avec nos cabinets ministériels, n'est-ce pas? Donc il est important de pouvoir faire le travail. Et moi, le peu de temps que j'ai eu à faire, même au ministère du Plan, pour moi, l'administration est un élément important et il faut fonctionner avec elle. Le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, Fidel Kiyangi, s'est dit satisfait de la détermination de la première ministre à apporter des solutions à leurs problèmes. La seule chose que nous avons convenue, c'est la tenue d'une commission paritaire au cours de laquelle nous allons discuter de toutes les questions qui rongent l'administration publique, de toutes les difficultés que rencontrent les agents et fonctionnaires. Et face à cela, la première ministre nous a donné des impressions, des bonnes impressions, je veux dire. Il nous a rassurés que même si on ne va pas résoudre le problème en une fois, mais des solutions seront trouvées par palier. Tel qu'annoncé, les travaux de la commission paritaire vont permettre au gouvernement de rencontrer le cahier de charges de l'INAP qui reprend toutes les doléances des agents et fonctionnaires de l'État. La prime de plus-value sera prochainement restaurée à un taux amélioré. C'est ce qu'a rassuré le ministre des Finances Doudou Fambali Koundé lors d'une séance de travail qu'il a tenue avec les bancs syndicats des régies financières ce jeudi 29 août 2024. Il a également abordé les efforts pour résorber les arriérés de paiement tout en prévoyant un cahier des charges pour traiter les préoccupations spécifiques des régies. Le président de l'intersyndicale Willy Moutiya a exprimé sa satisfaction au sorti de cet échange. Suivez-les dans cet extrait.
Nous sommes venus voir le ministre avec toute la délégation pour d'abord présenter nos civilités, comme on le dit en termes politiques, mais nous sommes des syndicalistes. Nous sommes venus féliciter le ministre pour sa nomination, puisque c'est le premier contact que nous avons eu avec lui. Et en plus de félicitations, nous devions le remercier parce qu'il a déjà donné un ton par rapport à sa prestation. Et nous nous sommes réunis avec lui aujourd'hui pour présenter quelques petits soucis que nous avions avant que nous ne présentions le cahier des charges qui va déterminer notre parcours avec ces prestations. Le premier souci d'emblée à la volée était l'arrêté que nous souffrions depuis tout ce temps, l'arrêté de la plus-value. Et le ministre s'est impliqué déjà parce qu'il en a déjà parlé. Et le deuxième souci était la prime spécifique de toutes les régies. Là-dessus, nous allons préparer un cahier de charges pour que chaque régie présente ses préoccupations. Et aussi, nous avons parlé de paiement à temps de la rétrocession. Là aussi, nous avons retenu qu'il était mieux, effectivement, qu'on ait des ministres comme lui, des fils maison, qui connaissent les problèmes. Parce que là, nous sommes déjà en parcours pour éponger toutes les arriérés que nous avions. Parlant sécurité, le Congo doit déclarer l'état de guerre et se battre contre le Rwanda. C'est la réaction du professeur Dadi Saleh après qu'un incident ait été enregistré à la frontière entre la RDC et le Rwanda. C'était le jeudi 29 août. Un échange de tirs entre un élément Wazalendo et l'armée rwandaise a eu lieu, créant de scènes de panique. L'événement n'a pas fait de mort et je vous propose de suivre le professeur Dadi Saleh. Il a été interrogé par Patrick Ilunga. La République démocratique du Congo est en guerre. C'est un fait. Nous avons les Wazalendo, nous avons notre armée de FARDC que nous soutenons et nous sommes en train de nous battre. C'est-à-dire effectivement qu'on devait déjà être passé à l'article 86 de la Constitution, c'est-à-dire déclarer la guerre. Parce qu'en déclarant la guerre, nous allons mettre tout le moyen d'une façon légale et il ne s'agit pas du plan de guerre ou bien le plan de programmation militaire. Non, ça n'a rien à voir. La déclaration de guerre fait en sorte que nous allons cesser avec beaucoup de programmes qui arrivent à distraire effectivement le gouvernement, où on peut construire des routes, on peut faire tout ce qu'on fait. Oui, c'est vrai, mais si ce n'est pas dans le cadre de gagner la guerre, mais Kinshasa risque d'être pris. Et nous sommes en train de construire des routes pour les rebelles, pour la balkanisation. Donc, on doit connaître les priorités. Et comme le pouvoir législatif a bien éclairé au pouvoir exécutif, à la première ministre, c'est que ça devait être le premier pilier. Et c'est le premier pilier. Et à ce moment-là, nous savons très bien que l'article 86, déclarer la guerre, donne le moyen pour que nous puissions nous battre. Nous félicitons effectivement le RAD, c'est-à-dire effectivement Réserve armée de la défense, où là-dedans est inclus les Wazalendo et toutes les autres forces, parce qu'on a déjà félicité le FARDC, où effectivement avec l'article 63 de la Constitution, nous devons faire une mobilisation générale et nous battre comme un seul homme. On ne peut pas accepter de continuer de perdre éternellement. Mais ça n'exclut pas à la diplomatie. Il n'y aura jamais de contradiction. Mais c'est un peu une confusion qui semble être dans la tête de beaucoup de nos dirigeants, où on pense que la diplomatie ou bien négocier, parler, signifie qu'on ne doit pas être fort sur le terrain. Non, mettons tout le moyen avec les Wazalendo, avec le RAD, avec l'article 63, toute la population doit s'impliquer pour que nous puissions avoir 2 millions, 3 millions, 5 millions de Congolais prêts à se battre et en train de se battre et que nous puissions chasser une fois pour toutes le Rwanda, qui est notre ennemi dans ce sens avec l'Ouganda. Les Burundi ne semblent pas être notre ennemi, ça semble jusque-là être un allié, mais tous les rapports des Nations Unies, de l'ANER, de nous, société civile, partis politiques, etc., prouvent à suffisance que nous sommes en guerre et que le Rwanda nous attaque.
Restons dans le même chapitre. La police poursuit activement la traque des Kuluna dans la commune de Kimbanseke et celle de Ndjili après un accrochage avec les forces de l'ordre la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 août 2024. Un chef de bande a été tué, suivi de plusieurs autres arrestations et les forces de l'ordre ont saisi une arme à feu, des armes blanches et du cannabis. Je vous propose de suivre cet élément de Dans mon mat. L'enceinte du commissariat urbain de Tchangou était pleine de monde ce jeudi 29 août, principalement des membres des gangs d'Ndjili et Kimbanseke arrêtés lors d'une opération policière qui a conduit à la mort d'un des chefs de ces groupes criminels. Parmi les personnes interpellées, on trouve un militaire des FARDC dont le comportement incontrôlé le conduira devant la cour d'ordre militaire selon les déclarations du commissaire supérieur John Mboussa. Une femme qui servait d'éclaireur pour un gang dont le chef a été abattu lors d'un échange de tirs avec la police a également été arrêtée. Cette femme, selon le commissaire supérieur, s'est distinguée aussi par ses efforts pour faire libérer ses complices après leur arrestation, utilisant parfois le voie de la justice pour se faire. District ya Tchangu, ngai Colonel John Mboussa Nzanzu. Tozana bateau, bateau nyoso mona oyo bateau mabe. C'est chaque jour que la population so benga biso na ba numéro to pesa ki bango. Po toya na aide ya population. Bato oyo mona oyo baza ba kuluna ya baikiri ebele. Bazali bato ya Kingasani ya Suka, Tere ali Pate, IP4 et puis Tibi Kuku. Musana bango zake mwana quartier oyo. Ako katsa quartier mususu te. Oya quartier mususu ako keke ne pe quartier na bango te. Ko s'affronter et qui les Aïrois, les Américains, les Français denge ozomona bangwana. Donc baboya penza Tori. Parmi les personnes arrêtées se trouvent des bandits et Kuluna, responsables d'attaques contre des citoyens pacifiques et des symboles de l'État, comme un commissariat récemment ravagé. Tokangi a plus de 10 fois est dangereux. Tala ene atakola bibo moko et bimaye. Bibo yoza lukutu population habite olekisi ba beti réglementaire de la commune ngwana mais néanmoins malgré pas yoyo puisqu'en drone ne peut pas une personne malade surtout tiki ya zongi a récupérer nini machette ya sika azo misango so azo conduire coopérer malgré pas yoyo tala na mapela kenga vanda na veni mbanza na ku tu passes bakata ko bazongi sa yo bazongi soko to bakata yo na sala ke loke mutakangi nga boeza ingénieur bazongi sa yo papa Telema total. Le même jour, une audience foraine a été convoquée pour juger les mineurs suspects de banditisme urbain. Ces jeunes sont jugés en procédure de flagrance par le tribunal de paix de Kinshasa-Ndjili dans les locaux du commissariat urbain de Tchangou. Cette première audience avait pour but d'identifier les prévenus accusés d'association des malfaiteurs, d'assassinats et de vols avec violence. Face à la recrudescence de l'insécurité dans ces communes, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, en tant que commandant de la ville, a pris des mesures immédiates pour restaurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Le commissaire supérieur John Mboussa a réaffirmé l'engagement du commissaire provincial à éradiquer l'insécurité et à veiller à ce que les criminels soient jugés et ne perturbent plus la société. Quittons la capitale et allons à Kananga où l'Office de voirie et drainage, avec le soutien du Fonds national d'entretien routier, vient d'arrêter la progression de 3 grands ravins et se félicite du bon déroulement de travaux sur les différents chantiers et sites. À ce jour, 30% de travaux confiés ont été réalisés. Suivez ce reportage de Francine Moukeba et Giscard Tamba. La direction provinciale de l'Office de voirie et drainage du Kasaï central a entamé les travaux de finissage de ces différents chantiers disséminés à travers la ville de Kananga. Lutter contre les érosions qui menacent cette ville historique, construire des gros collecteurs, stabiliser les talus et enfin planter les arbres anti-érosifs sont les tâches dévolues à l'OVD Kasaï central. Dans une interview accordée récemment à Géopolis Télévision, le directeur provincial, l'ingénieur Jimmy Kula, se félicite de l'avancement des travaux sur différents sites et donne quelques difficultés que l'OVD connaît, dont l'approvisionnement difficile en matière de construction telles que les caillasses, ciment gris, barres de fer, principalement. À raison de 30% qui nous a été mis à disposition, nous avons réalisé, je peux dire avec certitude, en attendant la dernière harmonisation avec la mission de contrôle, nous avons effectué les travaux à concurrence de ces 30%.
Et jusque-là, nous continuons encore à évoluer parce que nous sommes pendant la saison sèche, c'est une saison propice. Voilà pourquoi nous profitons de vos ondes pour faire aussi ce plaidoyer auprès des autorités. C'est la période de la saison sèche, c'est la période appropriée pour faire les travaux de la lutte anti-érosive. Et si nous nous arrêtons à mi-chemin, faute de financement, lorsque les pluies reviendront, tout l'investissement risque d'être perdu. La province, elle est enclavée. Ipso facto, vous avez difficulté dans l'approvisionnement de matériaux. Le ciment, le ferron, la caillasse, nous avons la gîte qui a la pierre appropriée et attestée, mais l'autre difficulté, il faut qu'il y ait une multiplicité de concasseurs ainsi que des centrales d'enrobés dont cela fait défaut. Donc ce sont là les majeures difficultés, l'enclavement, la rareté de matériaux qui fait que le peu que nous avons coûte énormément cher. Et puis, autre difficulté, ce sont les intempéries. La population n'est pas restée indifférente et salue déjà la qualité des travaux effectués par l'OVD. Je suis content parce que l'OVD est venu stopper les ravins qui menacent les parcelles des gens. On souffre beaucoup. Je suis aussi satisfait des travaux de l'OVD parce qu'ils accélèrent rapidement et ça nous permettra d'occuper nos maisons le plus tôt possible. Ici, nous étions en danger. Regardez là-bas. Les ravins accéléraient à une vitesse incroyable. Les maisons des gens sont écroulées, mais nous sommes très satisfaits des travaux de l'OVD. Ils ont fait du bon boulot. Ils ont maîtrisé les ravins et les parcelles des gens ne sont plus en danger. Signalons par ailleurs que c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a financé ces travaux à travers le Fonds national d'entretien routier. Les coûts des dits travaux n'ont pas été communiqués à la presse. En sport, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association a annoncé le lancement d'un tournoi entre 4 équipes dont le FC Saint-Éloi Lupopo, Céleste FC, OC Renaissance et New Jack FC. Ces 3 dernières équipes ont remplacé l'AS Vita Club, le tout-puissant Mazembe et l'AS Maniema Union qui ont désisté à ce tournoi. Suivez. C'est en rapport avec le mini-tournoi que nous voulons bien organiser. Et nous commencerons par dire félicitations à l'AS Maniema qui a bien joué le coup en passant au préliminaire 2. Et nous aurons également un mot de félicitations à l'endroit des dirigeants de clubs qui sont à l'Interclub d'Afrique parce qu'ils ont eu amorcé de préparation sans pour autant qu'il y ait une assistance financière quelconque de la part du gouvernement. Nous avons parlé d'un tournoi que nous avons bien voulu organiser entre les 4 représentants de la RDC aux Interclubs d'Afrique pour essayer un peu de pallier au manque de championnat, mais enfin pas au manque de championnat, à l'absence de championnat qui n'a pas encore démarré. Nous avons bien voulu remettre un peu de soupe dans les jambes de nos athlètes. C'est ainsi que nous les avons invités. Les équipes Mazembe, Maniema Union, V-Club et Lupopo étaient présentes. Toutes les équipes avaient accepté de participer à ce tournoi-là. Nous avons tenu une première réunion qui était approuvée par tout le monde et même l'opinion sportive, je crois que vous avez très bien accueilli ça et acquiescé ça. Et nous avons tenu une deuxième réunion où nous avons connu un désistement. Mais il y a l'autre club qui nous a expliqué et nous avons accepté les explications de l'autre club, donc Mazembe. Et il y a un club qui nous a donné ses propres raisons pour dire qu'il y avait un programme déjà établi et tout. Donc du coup, nous étions restés avec Lupopo et Maniema Union. Et pour pallier à ces vides-là, nous avons invité d'autres équipes de Kinshasa qui avaient également accepté, dont Renaissance et Céleste, qui avaient accepté et qui sont venus nous accompagner dans nos réunions. Nous avons sorti à notre niveau, avant de publier cela, un calendrier, mais en dernière minute, donc ce matin, Maniema Union vient de nous expliquer les pourquoi ils ne peuvent pas participer à ces tournois-là. Donc nous sommes très désolés
Mais puisque Lupopo est arrivé à Kinshasa, nous ne pourrons que encourager Lupopo et même rendre hommage à Lupopo. Nous allons associer les deux autres clubs que j'ai cités, la Céleste et Renaissance. Et là, nous venons d'avoir aussi contact avec le président de Nujak qui accepte également de jouer avec Lupopo. Notre tournoi commence du 1er au 7 comme convenu. L'information ne s'arrête pas ici, madame, monsieur. Traversons le frontière avec la page internationale. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, le riz fait partie des céréales vis-à-vis desquelles le continent africain affiche le plus de dépendance aux importations pour son approvisionnement. Dans un tel contexte, la hausse de prix mondiaux a un impact direct sur le consommateur principalement situé en milieu urbain. Plus de détails avec Rachel Misenga. Les derniers trimestres 2024 pourraient représenter une fenêtre d'opportunité intéressante pour les pays africains qui cherchent à importer du riz à bas prix depuis l'Asie. C'est ce qu'estime Patricio Mendes del Villar, chercheur au CIRAD et éditeur de la note des conjonctures aux Cerise. Si les marchés enregistrent depuis les débuts de l'année une accalmie avec une baisse de 8 à 10% des prix mondiaux depuis janvier et l'indice de prix du riz de la FAO à son plus bas depuis 12 mois en juillet dernier, l'essentiel de la dynamique est actuellement tiré par les Philippines et l'Indonésie où la demande est forte. Du côté des chercheurs africains, la tendance est au report d'achat en attendant de nouvelles baisses de prix. Selon l'analyste interrogé à l'agence Ecofin, cette stratégie pourrait surtout porter ses fruits d'ici la fin de l'année dans la perspective d'une amélioration de l'offre globale. La stratégie commerciale de l'Inde sera déterminante dans les prochains mois. Sur un marché mondial du riz où seulement 10% de la production est échangée, les choix de l'Inde, le premier exportateur global, seront surveillés sur tous les observateurs. Au-delà, en effet, de la situation de l'offre, la politique commerciale du pays le plus peuplé du monde donnera le temps, selon M. Mendes del Villar. Actuellement, de nombreux négociants et des maisons de commerce parient sur un potentiel assouplissement des restrictions sur une possible suppression de la taxe de 20% sur les exportations du riz étuvé et l'application du taxe forfaitaire de $90 par tonne sur cette catégorie de la céréale. Alors que l'augmentation de l'achat du riz par les agences gouvernementales et l'expansion de la surface du riz en 2024-2025 grâce à une mousson plus favorable aide en faveur de ces scénarios, l'analyste reste quand même prudent. Allons au Nigeria où le chiffre récemment publié par le Bureau national de statistique du Nigeria révèle que le pays d'Afrique de l'Ouest a enregistré une croissance du produit intérieur brut de 3,19% au deuxième trimestre de 2024 contre 2,98% en 2023 et l'augmentation du rythme de croissance du PIB du pays ouest africain s'explique essentiellement par la bonne performance du secteur de services et la hausse de la production de pétrole brut. Encore Rachel Misenga pour plus de détails. L'activité économique du Nigeria a connu une hausse au deuxième trimestre de l'année 2024. Le Bureau national des statistiques du pays indique que le PIB a augmenté de 3,19% en glissement annuel contre 2,51% à la même période de l'année 2023. La hausse en grande partie attribuable aux bonnes performances du secteur des services qui a progressé de 3,79% et a contribué à hauteur de 58,76% du PIB global. D'après les économistes, la hausse de la production du pétrole ainsi que les bonnes performances des services sont deux éléments majeurs à même de dynamiser l'économie nigériane puisque l'industrie pétrolière génère des retombées économiques très importantes à la fois en termes de rentrée des devises et entre autres aux exportations des recettes fiscales dans un pays en proie à des multiples crises. La croissance enregistrée reste loin suffisante pour permettre au Nigeria de répondre efficacement aux multiples défis auxquels il fait face, tels que les niveaux élevés d'insécurité et du coût de la vie, mais aussi de la pauvreté. Il convient d'y remédier en veillant à ce que la croissance soit davantage inclusive.
Selon le Bureau national des statistiques, le secteur pétrolier a contribué à hauteur de 5,70% à la croissance du PIB du Nigeria. Ce secteur a d'ailleurs connu une croissance de 10,15% au deuxième trimestre de 2024. En outre, les secteurs de l'agriculture et de l'industrie ont enregistré des taux de croissance respectifs de 1,41% et de 3,53% au cours de la période sous revue. Pour rappel, le président du Nigeria, Bola Tinubu, s'est engagé à faire passer la croissance économique du pays à au moins 6% par an. Cependant, les conditions socio-économiques restent difficiles. La plus grande économie d'Afrique a connu une inflation atteignant un niveau de 33,4% en juillet 2024 et reste confrontée à la volatilité de son secteur pétrolier. Il convient de noter que les secteurs pétroliers représentent la majeure partie des revenus du gouvernement fédéral et environ 90% des réserves de change du Nigeria. Une autre manière de vous informer, c'est avec le journal paru dans la ville de Kinshasa. C'est vendredi 30 août, place à la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouvrons cette revue de presse avec Eco News qui revient sur un incident survenu jeudi 28 août à la petite barrière de Goma. Un jeune homme armé présenté comme un Wazalendo aurait ouvert le feu en direction du Rwanda, entraînant une réponse militaire rwandaise. L'incident a brièvement perturbé le trafic entre Goma et Gisenyi, mais la situation est redevenue normale en début d'après-midi. Cet événement pour le journal illustre la fragilité de la région, déjà secouée par les tensions liées au groupe armé M23 soutenu par l'armée rwandaise. Goma continue de souffrir de la surmilitarisation et de la violence exacerbée par le Wazalendo, ces jeunes patriotes en soutien au FARDC contre le M23. La référence plus s'intéresse à la plainte de la RDC contre le Rwanda à la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est pour violation grave de droits de l'homme sur son territoire. La première audience est fixée au 16 septembre. Le vice-ministre de la Justice, Maître Samuel Arusha Mbemba, a expliqué que cette démarche est intervenue après des menaces de retrait de la communauté africaine des États de l'Afrique de l'Est par la RDC. Il a également appelé les Congolais à faire pression sur la Cour pénale internationale pour sanctionner les crimes relevant de sa compétence en RDC. Les ONG travaillant au Congo-Kinshasa doivent aussi apporter leur soutien sous peine de voir leur statut mis en question. Toujours à propos de la justice, mais à l'interne, la prospérité rapporte que le projet Promotion de l'état de droit au Congo a été exposé à Dieudonné Kamuleta, président du Conseil supérieur de la magistrature. Daniel Drobo-Voljek, chef du projet PROLA, a soutenu que le projet vise à renforcer la gestion du budget du pouvoir judiciaire. L'objectif est de permettre au pouvoir judiciaire de gérer son budget de manière autonome et efficace. Le professeur Bakandeja a souligné l'importance d'un budget programme sur plusieurs années pour répondre aux besoins de développement des infrastructures judiciaires et améliorer les conditions de travail des magistrats. Le projet, financé par l'USAID, met en lumière les défis budgétaires auxquels le système judiciaire congolais est confronté. Géopolice Hebdo s'intéresse aux nouvelles redevances sur l'exploitation des eaux souterraines et de surface. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, écrit le tri hebdomadaire, a annoncé des mesures pour mettre fin au captage illicite d'eau en RDC. Un projet de mise en conformité incluant des compteurs intelligents pour chaque forage a été lancé. Cette initiative, renchérit les tabloïds, vise à réduire les pertes financières pour l'État et à assurer une gestion efficace des ressources en eau essentielles pour la régie des eaux et le développement durable du pays. Luamba insiste sur l'importance de rationaliser l'exploitation des ressources hydrauliques pour ainsi éviter les gaspillages et garantir un avenir durable. Terminons cette revue de presse avec Info 27 qui affirme que Félix Tshisekedi a engagé la RDC à investir dans l'innovation scientifique. Lors de la clôture du Forum du génie scientifique congolais, le président de la RDC a exprimé son désir de faire de la recherche scientifique et de l'innovation technologique des piliers du développement en RDC. Il a de ses faits chargé le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique de soumettre rapidement un projet de texte législatif au Conseil des ministres. Cette initiative vise à renforcer les soutiens à la recherche et à l'innovation pour accélérer le développement du pays. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi.
et surtout, bon début de week-end chez vous. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Une rencontre a eu lieu entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros, à Kinshasa, et sur les questions sanitaires, notamment le monkeypox et d'autres épidémies à l'international. La hausse de prix mondiaux du riz a un impact direct sur les consommateurs, principalement en milieu urbain. Ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi, madame, monsieur. Bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Bonne rentrée scolaire à tous les élèves de la République démocratique du Congo. Portez-vous bien.